Donc, bonjour à tous, je suis Emmanuelle Olivier. J'ai donc participé à cette ANR Musimorphose et j'ai le grand plaisir de vous présenter Abdoulaye Niang pour cette première conférence plénière. Abdoulaye Niang qui est professeur de sociologie à l'université Gaston Berger à Saint-Louis du Sénégal et responsable de la section des métiers des arts et de la culture, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc on commence par une conférence sur l'Afrique, une Afrique où il y a quelques années encore on parlait de fracture numérique, mais on va le voir avec la conférence d'Abdoulaye que la situation est évidemment à la fois beaucoup plus complexe, beaucoup plus contrastée et beaucoup plus innovante que ce que certains d'entre nous pourraient encore penser. Donc je te laisse la parole et puis la conférence sera suivie d'une discussion. Voilà. Alors bonjour tout le monde, je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui ici avec vous dans le cadre de ce colloque qui porte sur le devenir de l'écoute musicale en régime numérique. Alors je voudrais avant tout remercier bien entendu Philippe de m'avoir associé à ce projet en m'invitant à faire partie du comité scientifique d'abord et ensuite en m'invitant à venir partager avec vous, je préfère le dire ainsi, quelques éléments d'information qui viennent d'autres horizons et qui ne se présentent peut-être pas de la même manière que ce que vous avez l'habitude de voir et de vivre habituellement. Alors j'aimerais aussi bien entendu dire toute ma joie à partager cette séance avec Emmanuelle Olivier, avec laquelle j'ai travaillé dans le temps sur différents projets. Et j'essaierai, je suis un peu déformé, je l'avoue, et dans cette communication aussi, comme vous le savez, dans l'appel à communication du colloque, il a été fait très précisément cas de l'opportunité qu'il y avait à mettre l'accent sur les récepteurs plutôt que sur la production. Mais s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de réception à mon avis, bien entendu. Et je parlerai un peu quand même de la production dans le cadre de cette conférence, pour faire voir les liens qu'entretiennent de manière dynamique ces deux aspects donc de la production musicale et de l'écoute musicale. Alors, je vous propose de m'entretenir avec vous sur la musique et le numérique au Sénégal, même si j'ai fait du terrain dans d'autres pays africains comme le Burkina, le Mali un peu, le Nigeria, l'Afrique du Sud, etc. Mais je me focaliserai plus sur le Sénégal, qui est le terrain qui m'est le plus familier, bien entendu. Alors, le beat et le beat à l'unisson. Alors, quand on parle de beat, en général, on pense beaucoup à la musique hip-hop actuellement, qui est très en vogue dans plusieurs pays africains, probablement la musique la plus populaire, surtout auprès des publics jeunes, qui quand même ne se limitent pas à cette seule musique, hein, qui ont des goûts. Actuellement, cette expression est assez à la mode, des goûts omnivores, qui, on le sait, il y a quelques années, semblaient être réservés à une certaine élite. Mais ce n'est pas tout à fait le cas, du fait justement de cette possibilité introduite par les technologies de l'information et de la communication en termes d'accès à des ressources qui, jadis, étaient très fermées si on n'avait pas un certain niveau de revenus. Donc, ce sont des jeunes qui s'intéressent beaucoup à la musique hip-hop, mais qui s'intéressent aussi à d'autres types musicaux, à d'autres genres musicaux comme le mbalax au Sénégal, le reggae, ce qu'ils appellent le cabo, qui est une musique d'origine surtout capverdienne. Cabo, ça vient de Cabo Verde. Mais aussi la musique religieuse qui est très populaire, même auprès des jeunes générations du Sénégal et d'ailleurs. Alors, je pose ça sous forme de question aussi, parce que peut-être que ce n'est pas un couple aussi parfait qu'on le croit. Je commencerai par quelques éléments d'histoire, pour vous donner une idée un peu du contexte de la musique au Sénégal. Alors, le Sénégal est très souvent défini comme une sorte de société du rythme, hein, où la musique est extrêmement présente, et bien avant l'arrivée des iPods et des iPads, hein, je peux vous dire, la musique ou la musicalisation du quotidien était extrêmement présente à travers différents genres et domaines. Mais aussi,
elle était présente surtout dans le cadre de certaines fonctions sociales, comme des fonctions d'ordre rituel, qui étaient juste liées à des travaux collectifs, qui étaient rythmés justement par la musique. Et la plupart des Sénégalais, y compris même parmi les plus jeunes générations, ont vécu avec cette musicalisation du quotidien en tant que telle. Donc, le point peut-être qu'il faut retenir essentiellement de cette société en termes de musique, c'est l'extrême musicalisation du quotidien, depuis très longtemps. Quand je parle ici de quelques exemples, peut-être qu'ils ne vous disent pas grand-chose, mais qui sont très populaires chez nous, comme qu'ils étaient, hein, qui le sont un peu moins peut-être maintenant, comme le ndeup, le kassak. Le ndeup était une cérémonie rituelle curative qui est utilisée surtout dans la société lébou et qui est très très accompagnée par de la musique justement assez spécifique. Le kassak est une musique qui par contre est utilisée exclusivement dans le cadre de la circoncision. Et il y avait des chants très spécifiques qui étaient utilisés et des chants qui magnifiaient bien sûr le courage, la bravoure, etc. pour montrer qu'on entrait véritablement dans la case de l'homme en tant que tel, en devenant assez responsable et assez courageux pour supporter les supplices. Mais c'est une musique aussi qui était très orientée vers la chronique de certains personnages assez importants de la société sénégalaise, comme des personnages qui sont issus des familles royales, mais qui ont été de plus en plus remplacés par d'autres types de leaders qui ont émergé depuis le 19e siècle, à savoir ceux qui sont membres des familles maraboutiques. Parce qu'avec la colonisation, bien sûr, les familles royales avaient un peu perdu de leur prestige, parce qu'elles avaient été vaincues, bien sûr, par l'armée coloniale française. Et cela a laissé des traces, bien sûr, en termes de popularité pour ces familles-là. Alors, ce qui est aussi peut-être ici bon à retenir, c'est le fait que la musique au Sénégal, ce n'est pas seulement la musique, on peut dire de même de manière assez générale pour la pratique artistique en tant que telle, qui généralement est très liée à l'appartenance castuelle. Parce qu'il y a une bipartition de base dans notre société qui sépare ce qu'on appelle les guerres, c'est plus ou moins les hommes libres entre guillemets, et les ñeños. Les ñeños qui sont la partie de la société qui est dite castée. Et parmi les ñeños, il y a une autre partition entre les sablek et les djeflek. Alors, les sablek, littéralement dans ma langue, hein, qui est le wolof, c'est ceux qui vivent par la parole. Et cette parole était souvent synonyme justement de musique, ceux qui vivaient par le chant en tant que tel. Les djeflek, c'était plutôt les artisans qui travaillaient le bois, le fer, etc. Mais qui appartenaient toujours à ces familles castées, à cette partie de la société qui était castée. C'est ce qui explique que si vous faites même une analyse actuelle de la société sénégalaise, vous vous rendrez compte statistiquement de la grande présence de personnes, d'artistes qui sont d'origine castée, jusqu'à présent. Donc il y a toujours une forme de reproduction sociale qui est très présente, même si mon collègue Saliou Ndour, hein, avec qui je travaille d'ailleurs sur l'industrie musicale au Sénégal, parle de décastification de la musique au Sénégal, ce qui est une dynamique, mais la présence de la dimension caste est toujours très présente en tant que telle, est toujours très, très visible. Pardon. Alors, on peut, à la suite de cette présentation générale du contexte de la musique au Sénégal, dire quelques mots sur différentes périodes qui, à mon avis, sont marquantes en termes d'évolution du champ musical. Alors, pour moi, la première période ou la première rupture vient avec le mbalax. Le mbalax est, peut-être à part le hip-hop, la musique la plus populaire au Sénégal, auprès de toutes les générations à peu près. Alors, le mbalax, ça a été plus ou moins au milieu des années 60. Et je ne m'étendrai pas outre mesure sur cette question, mais, parce que je n'aurai pas le temps. Mais c'est très, très intéressant de voir comment on est passé d'une époque où la musique la plus dominante, en tout cas sur le plan des zones urbaines, était surtout la musique afro-cubaine. Et c'était un peu la musique des branchés, donc des jeunes urbains, etc., qui étaient dans des clubs,
on est passé de cette période à la promotion d'Imbala qui était un peu plus grassroots, qui était un peu plus, disons, local et qui utilisait des instruments traditionnels, locaux, mais aussi qui utilisait des paroles, ça c'est important, en langue locale. Parce qu'avec la musique afro-cubaine, c'était surtout l'espagnol qui était utilisé en tant que tel. Et ça a commencé à se mettre en place vraiment dans le cadre du premier FESMAN, donc, qui a eu lieu à partir de 1966, qui a eu lieu en 1966 à Dakar. Alors, ça, c'était le mbalax peut-être qui s'annonçait, qui n'était pas aussi puissant, aussi présent, et qui a continué à côtoyer la musique afro-cubaine. Mais au milieu des années 70, c'est là où on commence à avoir véritablement une inversion de la situation, où la musique afro-cubaine recule en termes d'audience au profit du mbalax qui vient au premier plan en tant que tel. Bon, bien sûr, c'est un processus qui est autrement plus complexe que selon la manière dont je le dis actuellement, mais comme je vous l'ai dit, il y a une dimension temps ici. Alors, une autre rupture, parce que je n'ai pas beaucoup parlé de ce que l'État a fait en termes d'action avec Léopold Sédar Senghor, qui, pour la petite anecdote, était très lié avec André Malraux, qui a été l'un des ouvriers de la politique culturelle en France. Et Senghor, qui était aussi un chantre de la francophonie, a été beaucoup influencé par le modèle français, avec un mécénat d'État qui voulait prendre en charge toute la question culturelle, en termes de formation, en termes d'infrastructure, en termes d'encadrement de l'activité musicale en tant que telle. Donc il a mis en place un ensemble lyrique traditionnel qui était rattaché à la Compagnie nationale du théâtre Daniel Sorano. Et il le prenait tellement au sérieux que lorsqu'il voyageait, il amenait avec lui cet orchestre-là pour montrer un peu comment était la culture du Sénégal. L'orchestre, mais aussi la troupe de danse, etc. Voilà. Donc c'est ce qui fait qu'il a mis en place l'ENA, l'École nationale des arts, qui s'occupait du volet formation, etc., etc. Alors, à cette période, en termes de public justement, il y avait, j'imagine que ce n'était pas très très différent de ce qu'on avait dans plusieurs pays du monde, dans les années 60-70. Il y avait très peu de choix finalement, quand on était récepteur de la musique en tant que tel, parce que c'était soit à la télévision, et quand je dis à la télévision pour le Sénégal, il y avait une chaîne de télé qui était la RTS, et une chaîne de radio voilà, qui était aussi toujours un groupe de la RTS. La RTS, c'est la radiodiffusion télévision du Sénégal. Mais les Sénégalais avaient rebaptisé la RTS Rien tous les soirs. Voilà, pour évoquer un peu la pauvreté de la grille programmatique. Voilà. Alors, il y avait que la RTS et à côté une presse aussi qui était une presse d'État comme Le Soleil, qui avait une chronique, toujours vers la fin d'ailleurs, hein, je crois que ça n'a pas beaucoup changé hein, pour ce qui est culture et ça inclut la musique. La chronique culture et sport, hein, encore que le sport même, voilà, c'est assez populaire dans d'autres. Mais la chronique culture, c'est quand vous prenez les journaux au Sénégal, c'est toujours à la fin. Toujours à la fin, voilà, après les faits divers même, hein, en tant que tel. Donc, l'accès en tant que tel était très conditionné à cet environnement finalement très restrictif qui était là, qui ne permettait pas d'avoir véritablement un grand choix à faire. Et l'État avait fort à faire, selon lui, hein, parce que c'était une politique à son avis, selon Senghor surtout, pour que cette musique-là véhicule les valeurs authentiquement sénégalaises. Donc il y avait une commission qui était là, qui était très regardante sur le contenu, etc., etc. Et il y avait aussi toute une incitation à suivre une certaine forme de musique. Donc le public était très encadré en tant que tel. Alors, une autre rupture, je vais aller un peu vite, hein, mais je pourrais y revenir au cours de la discussion, si vous le souhaitez, sur certains aspects qui vous intéresseraient en particulier. L'autre rupture qui va venir après celle introduite par le mbalax va être portée par une vague jeune, qui est donc la musique hip-hop, mais plus globalement la culture hip-hop en tant que telle. Et cela va se faire à peu près au milieu des années 80.
Pas seulement au Sénégal, parce que c'est la même chose qui est arrivée à peu près quand vous prenez le cas de la Tanzanie, le cas de la Guinée, Guinée-Conakry je veux dire, le cas du Burkina, peut-être qu'il y a une petite longueur quand même de retard sur le Sénégal et la Tanzanie, etc., etc. Et le Mali également qui a une petite longueur de retard, un peu, par rapport à ces pays-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, bien entendu, cette arrivée-là a coïncidé avec la mise en place de certains médias dédiés à cette culture. Il y a eu un franc succès à partir déjà du début des années 80 de ce qui était hip-hop, avec les premiers disques d'or et tout le reste, les premiers films dédiés au grand public en tant que tel, comme Wild Style, qui est paru en 1982, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi à la même période, hein, je suis sûr que vous le savez déjà, mais c'est un rappel, à la même période qu'on a eu VH1, qu'on a eu aussi BET, etc., etc. Donc, qui ont été des plateformes assez remarquables de popularisation finalement de la musique hip-hop en tant que telle. Et quand on prend le cas du Sénégal d'ailleurs, aussi bien pour ce qui concerne les produits audio que les produits vidéo, il est remarquable de constater que ce sont les jeunes qui sont issus des familles les plus favorisées qui ont eu les premiers accès à la musique hip-hop en tant que telle. Parce que justement, à cette période-là, il n'y avait pas cette diffusion de masse qui existait. Donc c'était vraiment une question de privilégiés en tant que tel. Et ces jeunes y avaient accès parce que soit eux-mêmes, ils avaient la possibilité de venir ici en France surtout, pour avoir les enregistrements, ou soit il y avait des proches, disons-le ainsi, des membres de leur famille, ou quelque chose de ce genre, qui venaient et qui pouvaient en retour leur apporter ces produits-là. Donc le hip-hop s'y est implanté, non pas à travers des classes les plus populaires, mais plutôt les classes les plus privilégiées, la moyenne classe et la classe supérieure en tant que telle. Alors, ce qui va également introduire une nouveauté dans la réception des œuvres musicales au Sénégal à partir de cette période, c'est la mise en place de groupes médiatiques privés. Bon, je dis indépendants, pas si indépendants que ça peut-être, mais en tout cas qui avaient une démarche rédactionnelle différente de celle du média d'État, représenté par la RTS en tant que tel. Donc il y a eu Sud FM qui a commencé à diffuser les premières œuvres. Il y a eu Walf qui existait déjà sous forme de journal, mais qui a créé par la suite une radio et ensuite une télévision, etc., etc. Aujourd'hui, pour faire court, on est à peu près, enfin c'est pas à peu près, on est à 18 chaînes de télé au Sénégal. Alors il y a quelques années à peine, c'était 2-3 chaînes. Actuellement, on en est à 18 en tant que tel. Alors, ces chaînes de télé, de radio, ces groupes de presse vont offrir une tribune d'expression inédite à ces jeunes qui sont très très critiques sur le plan politique par rapport à la classe dirigeante et qui étaient presque systématiquement censurés par la RTS. Donc, bien entendu, ça permet d'accroître les capacités de diffusion et de réception de ces œuvres. C'était à un point, je veux dire, cette censure, c'était à un point tel que il y a eu même au Sénégal ce qu'on a appelé à une période la marche des rappeurs. Ils avaient vraiment fait une marche jusqu'à la RTS, devant la direction, pour leur dire que voilà, nous aussi nous sommes des Sénégalais, il faut que vous nous diffusiez comme vous le faites avec les autres musiques. Et ça avait été suivi bien sûr de quelques réaménagements dans le programme de la RTS, mais il n'y avait pas, pour ainsi dire, matière à jubiler en tant que tel. Donc, il y avait juste eu quelques programmes de plus qu'ils ont ajoutés pour donner l'impression qu'ils avaient fait quelque chose. Donc, avec le hip-hop aussi, et je remercie Emmanuel de m'avoir suggéré de réduire mon intervention surtout à cette branche musicale, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que, bien entendu, le numérique a été très tôt présent dans cette production. Parce que le hip-hop même à la base s'est beaucoup appuyé sur les boîtes à rythme, sur les samplers, etc. Depuis le début des années 80 déjà, dans la première moitié des années 80 aux États-Unis. Mais par la suite, quand les logiciels spécialisés se sont développés, alors ça a été le boom des home studios au Sénégal.
Alors au départ, ce qu'il faut dire, c'est qu'il était extrêmement, et je n'exagère pas du tout, vraiment extrêmement difficile de produire un son digitalement au Sénégal. Il y avait à un certain moment, vers la fin des années 80 et le début des années 90, à peu près un studio qui le faisait plus ou moins, le studio Midi Musique, et qui appartenait au président de l'Association des métiers de la musique au Sénégal, voilà. Qui en même temps était le grand boss également de la société d'auteurs au Sénégal. À part Midi Musique, le seul choix qui existait à peu près, c'est un peu ce que Philippe disait, mais je crois en pire chez nous, c'était trouver des faces B, les enregistrer sur des supports cassettes magnétiques audio. Et oui, la qualité, ma foi, il fallait... Moi, j'étais un grand amateur de ce qu'on appelait les podiums, hein, à l'époque. Donc, c'était des spectacles de plein air où on venait tous s'éclater un peu avec le hip-hop. Mais la qualité était tellement mauvaise que, voilà, même sans être spécialiste, on pouvait vraiment s'en rendre compte. Mais c'était ça ce qui existait, voilà. Avec Midi Musique, ça a impulsé un début de changement, mais c'est avec les logiciels, avec l'utilisation aussi des cartes son comme Nuendo et consorts, que ça a véritablement changé. Et il y a eu une multiplication de ces home studios parce que ce qu'il fallait, c'était avoir un PC, cartes son, les cartes son, tout le monde n'en avait pas, avoir quelques équipements de base, comme des keyboards, des claviers avec des sorties MIDI, etc. À peu près, c'était ça. Sinon, on se contentait juste d'utiliser des logiciels comme Cubase ou voilà, Disc-Jockey, etc., etc. Et ça permettait, certes, ça permettait pas d'avoir une production de grande qualité, mais ça permettait de faire de la production. Et les musiciens s'en contentaient, tout comme les audiences de ces musiciens-là. Alors, ce qu'il y a comme autre aspect à retenir à ça, c'est que ce qui est intéressant avec l'arrivée de ces home studios et la possibilité de faire recours à des logiciels spécialisés qui, en général, hein, je le dis au passage, sont bien sûr téléchargés illégalement. Mais je le disais à Emmanuel lors de notre échange pour faire le point sur la communication que quand je m'entretiens avec aussi bien les consommateurs, hein, donc les audiences de la musique, que ceux qui font la musique, ceux qui la produisent en tant que tels. Alors, il y a un sentiment de non-culpabilité qui est très fort. Hein. Ils n'ont pas du tout, mais alors pas du tout l'impression qu'ils sont en train de faire quelque chose de répréhensible. Et ils trouvent que c'est tout à fait naturel de pouvoir utiliser ces outils. Quelle que soit par ailleurs la justification qui est avancée. Hein. Mais le sentiment général est que c'est quelque chose de normal. Donc qu'on peut faire sans que cela ait une connotation morale négative en tant que telle. Donc l'importance aussi que ça crée, c'est que ça introduit en fait une sorte d'indépendance par rapport à la suprématie des groupes médiatiques. Parce qu'en ayant recours à non seulement ces home studios qui permettent de produire de la musique, mais aussi à l'Internet. Hein, je dirais tout à l'heure un petit mot sur un peu l'Internet au Sénégal et les possibilités d'accès. En ayant ces possibilités-là, cela permet de ne plus être obligé de passer, par exemple, par les radios, les télévisions, pour faire la promotion, pour être visible. Je crois que ce n'est pas extrêmement différent de toute façon de ce qui se passe aussi dans les pays dits du Nord en tant que tel. Ça crée des raccourcis en termes de possibilité de porter sa musique et de la rendre accessible directement aux audiences. Mais aussi d'introduire une rétroactivité en termes de commentaires sur la qualité de la musique, de suggestions, en termes même de statistiques, parce que la plupart de ces sites qui sont utilisés, que ce soit Reverb Nation, que ce soit d'autres sites du même genre, Skyblock ou consorts, permettent effectivement de faire des décomptes, de pouvoir faire des évaluations sur le nombre de clics, le nombre de visites, etc. etc. Et donc d'avoir une évaluation, même si c'est
ce n'est pas toujours très fiable, mais une évaluation de son degré de popularité, on va dire, et de visibilité sur le net en tant que tel. Donc, ça me permet mais j'y reviendrai un peu plus tard, hein, si j'ai le temps, de faire ici une précision qui me semble importante. C'est-à-dire que même si au Sénégal également, il y a eu tout un discours sur la piraterie et sur la contrefaçon, à telle enseigne qu'en 2006, l'État a créé une brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon. Donc c'est une brigade spécialisée et qui travaille étroitement avec le Bureau sénégalais du droit d'auteur, le BSDA, qui lui existe depuis 1972. Donc il y a un travail d'équipe qui est fait entre cette brigade et le BSDA. Et ça change beaucoup en ce moment parce qu'actuellement, il y a non seulement le BSDA, mais également depuis décembre 2013, il y a une société d'auteurs qui va remplacer maintenant le BSDA. Et le décret présidentiel qui régit cette société d'auteurs a été signé il y a plusieurs mois déjà avec le nouveau président Macky Sall. Qui a signé, et tout le monde avait applaudi à l'époque, hein, en tant que tel. Donc, non seulement, je disais, cela permet d'avoir beaucoup plus de possibilités en termes de production, en termes de diffusion de cette production, et en termes de possibilités aussi d'avoir des retours sur l'œuvre en tant que telle, mais aussi de pouvoir contourner éventuellement les difficultés introduites par le besoin d'être promu, d'être visible en tant que tel avec les médias traditionnels. Mais aussi, pourquoi je disais qu'il faut faire attention avec cette affirmation du danger de la piraterie en tant que tel, c'est que la plupart des artistes, et aussi c'est à peu près le même son de cloche quand j'interroge les auditeurs de la musique au Sénégal, se sont rendus compte qu'en fait, dans tous les cas, avec la vente traditionnelle des supports, les CD et tout ça, d'habitude, ils ne faisaient pas vraiment de grandes rentrées d'argent. Alors, ce qu'ils perdent en termes de piraterie, là je parle des artistes, souvent ils le gagnent en termes de visibilité. Et de ce que cette visibilité leur permet ensuite de renégocier. Parce qu'ils auront démontré qu'ils ont une grande audience qui les suit derrière. Donc, de gagner des contrats publicitaires, par exemple, si on peut prouver que sur YouTube, on a 100 000 vues, alors là, c'est pas ce que YouTube vous paye, ce qui va compter en tant que tel, mais c'est l'argument que cela va vous donner si vous devez faire un spectacle, par contre, dans une salle fermée. Parce que vous pourrez alors mettre en avant le fait que vous soyez très suivi. Alors, la possibilité aussi, bien sûr que ça vous donne, ce n'est pas seulement en termes de contrats publics, de contrats de salle, mais aussi de contrats publicitaires. Parce que actuellement, justement, les ONG, notamment, hein, il y a eu beaucoup d'ONG qui se sont rapprochées de certaines de nos stars, entre guillemets, quand elles se sont rendues compte que ces jeunes musiciens avaient la possibilité réellement de mobiliser énormément les jeunes. Donc, que ce soit en prenant un thème qui est quelquefois dédié dans des festivals, hein. Quelquefois c'est carrément un thème comme contre la fièvre Ebola ou contre le sida, etc., où ces ONG profitent justement de ces concerts pour venir faire un petit discours ou bien organisent des concours même avec ces musiciens qui vont écrire sur le thème qui est défini en tant que tel. Et apparemment, ils se sont rendus compte que ce serait plus efficace que de payer des spots publicitaires à la télé. Voilà, en tant que tel. Et ça, je le redis, c'est quelque chose dont les musiciens sont très conscients et qu'ils transfèrent bien sûr et convertissent en un capital de renégociation. Et en comparant avec ce que donne la vente de produits traditionnels musicaux, on se rend compte très vite de la différence. Et qu'effectivement, le manque à gagner qui est créé urbi et orbi n'est peut-être pas si évident que ça finalement. Donc, plutôt que de parler d'une rupture totale ou d'une situation catastrophique, je crois qu'il faut peut-être être un peu plus mesuré et nuancé sur les effets du numérique en tant que tel par rapport à la production et à la réception musicale. Alors, ça c'est quelques exemples des sites qui sont utilisés, hein. SoundCloud, bien sûr MySpace, Reverb Nation en tant que tel.
Mais bien sûr, tout ceci n'aurait pas été possible sans la présence d'une certaine situation structurelle, comme avec l'arrivée de la 3G au Sénégal. Et la 3G au Sénégal, ça a été depuis 2009, avec Expresso, quand même. Hein, oui. Et Expresso, en fait, est une branche d'une société soudanaise qui a signé un contrat global avec l'État sénégalais d'une valeur de 200 millions de dollars. Donc, qui leur permettait d'intervenir à la fois sur la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et l'Internet. Donc, ils ont commencé les premières applications à partir de 2010, 2011. Et actuellement, je dis vraiment actuellement, ça veut dire là, en novembre 2015, la 4G est en test au Sénégal. Dans une zone très touristique, Saly Portudal, qui est sur la petite côte sénégalaise, ils ont commencé à faire les tests d'application de la 4G. Avant ça, il y avait eu la 3G+, etc., etc. Donc, il y a une infrastructure qui se renforce, même si, bien entendu, elle est encore relativement faible, il faut le dire, par rapport aux pays du Nord. On est à peu près actuellement, je n'aime pas balancer des statistiques comme ça, mais ça donne une idée, à peu près à 54% de taux de pénétration au Sénégal, actuellement. Selon le dernier rapport qui date de septembre dernier, de l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Donc on est à peu près à 54,40%, quelque chose comme ça. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que dans cette utilisation de l'Internet, c'est la partie 2G et 3G qui est dominante. Donc la plupart des usagers qui font recours à ces outils pour accéder à la musique, en fait, le font à travers leur tablette, leur téléphone et des outils de ce genre. Parce que les abonnés de l'ADSL représentent à peine 1,5% au Sénégal. Ouais, donc c'est plutôt la téléphonie qui est beaucoup utilisée pour accéder à la musique en tant que telle. Et les opérateurs, il y en a trois au Sénégal. Il y a la Sonatel qui est en fait Orange, c'est Orange. Il y a Tigo et il y a Expresso qui est la dernière et la troisième. Donc on compris ça et il y a beaucoup d'offres qui sont faites à coup de promotion. C'est un mot magique au Sénégal. Quand on dit promotion, tout le monde presque se précipite. Et à peu près actuellement, quand on prend le parc mobile, je crois qu'on est à 6 millions et quelques 7 millions à peu près. Mais je crois qu'il faut diviser peut-être raisonnablement ce chiffre par 2 ou 3. Parce que le Sénégalais moyen en général a 2 cartes SIM. 2 cartes SIM ou 3, 2 numéros ou 3 en général. Tout simplement parce que quand Orange fait une promotion, la SIM est souvent gratuite. Ou bien il y a un téléphone qui vient avec, qui va vous coûter presque rien et qui vous permet de pouvoir télécharger de la musique et tout. Et quand Orange fait une promotion, quelques semaines après, Tigo fait une autre promotion avec les mêmes conditions plus ou moins. Donc ce qui fait que beaucoup d'usagers finalement préfèrent avoir à la fois une puce Orange, une puce Expresso et jouent donc sur les deux tableaux, selon les promotions qui sont proposées. Et ça marche très bien. Et actuellement, il y a toute une organisation économique qui se structure autour de cette offre d'Internet, avec un environnement technique ou technologique plutôt qui s'améliore, parce que la bande passante est passée aussi à 23,2 Gbps en tant que tel, donc 23,2. Et elle a été peut-être quadruplée ou quintuplée durant ces 5-6 dernières années en tant que tel. Donc c'est passé, non, ces 10 dernières années, excusez-moi. Donc ça a été démultiplié très très vite. Ça reste encore faible, mais ça offre plus de possibilités bien sûr pour le téléchargement. Par contre, pour le streaming, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pourquoi en termes d'usage et de consommation de la musique, le streaming est très peu utilisé au Sénégal en tant que tel. Et ce n'est pas très différent, je pense, au Mali. En Guinée, je suis sûr, oui, c'est pas différent. Au Burkina aussi, je peux le dire, parce que c'est ce qui est apparu à travers mes petites recherches là-bas. Donc le streaming est très peu utilisé, mais par contre, ce sont des choses qui nécessitent peut-être moins de stabilité, moins de puissance de l'Internet en tant que tel. Là, par contre, oui, ça peut aller.
Ça peut aller très vite. Et il y a des sociétés qui se sont constituées sur cette base, comme Dalal Tones, qui est en fait une émanation d'Orange. Et Dalal Tones, en fait, fait de la proposition de musique d'attente selon un certain nombre de catégories. Il y a la catégorie religion, qui est extrêmement populaire, hein, les musiques religieuses, notamment les zikrs, qui sont en fait des louanges qui sont faites à Allah, sont extrêmement populaires. Et il y a des sous-catégories maintenant, comme les confréries sont très puissantes au Sénégal, donc il y a les zikrs tidianes, les zikrs mourides, etc., qui sont des confréries. Et vous pouvez choisir. Et ce que l'on paye à peu près, c'est 150, 250 francs. Bon, je ne sais pas, en euros, ça doit faire moins peut-être de... Pour l'un, c'est moins de 25 cents, je pense, oui. 25, 30 oui, centimes à peu près. Et ce qui est intéressant, et là, ça nous met de plein pied à peu près sur la problématique de ce colloque, c'est aussi sur le fait que de plus en plus, les consommateurs veuillent apporter une touche personnelle, plus individualisée à leur consommation. Alors, Dalal Tones a introduit une catégorie qu'il a appelée Wayma, ça veut dire littéralement « chante-moi ». Et avec cette catégorie-là, vous donnez votre nom, votre prénom, et on met ça en musique. Ce qui fait que quand je vous appelle, voilà, il y a une musique qui est là et qui dit votre nom. C'est très agréable. Malheureusement, je n'ai pas d'enregistrement ici. Et c'est très agréable aussi peut-être pour ceux qui ont un peu d'ego. Mais ça marche très fort. Voilà, donc le Wayma, la catégorie Wayma marche très fort. Par exemple, ça peut dire Yangi Jokok, Emmanuel. Donc, tu es en train d'être connecté avec Emmanuel. Mais ça le dit vraiment beaucoup mieux que je ne le fais moi. Voilà. Et c'est une catégorie qui marche très bien. La catégorie internationale, hip-hop, etc., il y en a 7 au total. Et dans chaque catégorie, à part quelques-unes, comme la catégorie Cabo, il y a des sous-catégories également qui permettent d'augmenter les possibilités de choix et d'options qui sont proposées. Alors, juste pour donner quelques éléments graphiques de ces home studios dont j'ai parlé, hein, et qui ont essaimé à travers notamment les centres urbains. Dakar est bien sûr en pole position. Dakar, c'est la capitale. Ça, c'est un home studio, par exemple, de la banlieue dakaroise. C'est à Guédiawaye, précisément. Ça, c'est un home studio où j'amène mes étudiants, d'ailleurs, de temps en temps, à Saint-Louis. C'est à la fois pour de la programmation numérique, mais aussi de la musique en live, en même temps. Et ceux qui gèrent le studio sont eux-mêmes des musiciens qui appartiennent à un groupe connu au Sénégal. Le groupe Gonei. Gonei, ça veut dire les enfants. Parce qu'en fait, quand ils ont commencé, ils étaient tout jeunes. Et leur père était un prof de musique, voilà. Alors, un autre studio de la banlieue dakaroise ici, qui est un peu mieux fait, comme vous voyez, avec de la boiserie et des isolants qu'on ne voit pas très bien ici, mais qui sont au plafond. C'est un studio qui a été mis en place par un de mes étudiants et par un rappeur qui est aussi relativement connu au Sénégal et qu'ils ont mis en place récemment. Alors là, c'est toujours à Dakar également, hein, avec un musicien qui lui-même aussi fait de la programmation. Et c'est le studio Defdara, qui veut dire faire quelque chose, hein, pour mettre en exergue la capacité d'initiative du promoteur. Là, c'est le studio de DJ Awadi, qui est beaucoup plus connu, lui, qui est très connu internationalement, qui est le studio Sankara. Ça, c'est un aspect que je n'ai pas pu évoquer malheureusement, qui m'intéresse beaucoup, l'aspect mobilisation politique. Peut-être qu'on pourra y revenir, mais qu'on retrouve chez Awadi, qu'on retrouve aussi chez la plupart de ces musiciens qui utilisent leur position pour mobiliser politiquement en fait, des auditeurs. Avec Y'en a marre, qui est un mouvement très célèbre. Hein. D'ailleurs, je crois que Fabius, quand il était venu au Sénégal, était parti à leur base pour s'entretenir avec eux, Laurent Fabius. Mais aussi, oui, mais aussi d'autres hommes politiques, je pense Hillary Clinton également, etc., etc. Parce qu'ils ont joué un grand rôle de mobilisation en utilisant la musique justement pour les élections de 2012, les élections présidentielles. Ils font partie, ça tous les analystes politiques sont à peu près d'accord sur cette question, ils font partie réellement de
ceux qui ont beaucoup influé sur le départ de Wade, qui voulaient briguer un troisième mandat malgré la limitation de la Constitution, bien sûr. Ils ont fait une campagne, mais qui était essentiellement une campagne musicale à la base, et qui a eu énormément de succès. Alors ça, c'est toujours Sankara, mais avec les studios les plus importants offrent cette possibilité à la fois d'utiliser le numérique et d'utiliser aussi des instruments qui sont conventionnels, qui sont beaucoup plus habituels. Mais ils sont peu à avoir cette possibilité-là. Alors là, c'est le studio de Smokey qui a fait la même chose avec le ballet citoyen. Donc je dirais que c'est un point peut-être que je n'ai pas pu développer, mais il y a énormément de liens entre vraiment la musique rap en tant que telle, sa capacité de mobilisation auprès des jeunes et un usage politique qui est fait de cette capacité de mobilisation. Smokey a fait la même chose au Burkina avec le ballet citoyen, qui est l'un des acteurs aussi du départ de Blaise. Et durant d'ailleurs les affrontements, son studio avait été bombardé à la roquette par les éléments du régiment présidentiel en tant que tel. Et ça, c'était en 2013 que j'étais allé l'interviewer et où il m'avait parlé de ce qu'il allait faire en termes politiques, justement. Et bon, voilà, c'est Smokey qui est là, hein, c'est lui. C'est le studio Amazon, qui est en Bambara. Et on ne manque pas de retrouver toujours, d'ailleurs, des éléments de cet engagement politique, comme ici, avec la photo de Norbert Zongo qui avait été assassiné. Et ils ont mis 12 ans d'impunité et ils ont continué à utiliser le canal musical justement pour arriver à mobiliser. Donc c'est une musique qui n'est pas que, je dirais, festive, mais qui entretient un rapport assez fort avec donc une dimension politique, une dimension citoyenne en tant que telle. Et les deux sont tellement mélangés qu'il est quelquefois très difficile même de faire la part des choses. Et ce qui est aussi très intéressant en termes d'utilisation de cette popularité, c'est que beaucoup de musiciens ont pu aussi être reconnus grâce à un engagement politique qu'ils ont utilisé ensuite pour négocier des contrats en tant que tel. Donc c'est une situation assez complexe où la différence est assez ténue entre ce qui relèverait de l'engagement politique en tant que tel et ce qui relèverait de l'entertainment en tant que tel. Donc on revient à cette complexité évoquée par Philippe durant sa présentation. Alors, un exemple de cette popularité, j'ai fait une capture d'écran de River Nation avec un rappeur sénégalais, Canabasse, qui est au numéro 1, voilà, avec des centaines de milliers de followers en tant que tel. Et le principe est très simple, c'est le même principe qui est utilisé ici, hein. C'est des musiques qui sont téléchargeables gratuitement. C'est aussi un espace qui est laissé pour les commentaires que les usagers peuvent utiliser pour dire leur impression sur telle musique, ce qu'ils souhaiteraient avoir ou pas, etc., etc. Et ce n'est pas seulement Canabasse, c'est quelque chose qui est très, très utilisé. Alors, c'est une deuxième partie de la capture d'écran que vous voyez ici. Et vous voyez que voilà, c'est très, très joué, 1 619 000 plays, par exemple, là. Le Sénégal compte 13 millions d'habitants. Donc, je crois que c'est bon, bien sûr, les statistiques ne sont pas aussi simples, mais ça donne une idée. Des centaines de milliers de fans, donc 402 000, hein, quand même, c'est presque un demi-million de fans ici. Et Canabasse, effectivement, peut maintenant, grâce à cette popularité acquise avec des outils qui sont essentiellement numériques, c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec ça, pour avoir des contrats qui en moyenne sont meilleurs que les contrats des musiciens normaux au Sénégal, en mettant en avant cette grande visibilité qu'il a su constituer comme arme de négociation. Un autre exemple que je souhaiterais donner ici, et il faut que j'aille un peu plus vite, c'est le JTR, le journal télévisé rappé, avec deux rappeurs. Hein. Oui, en fait, ça a commencé avec YouTube. Et c'était accidentel, mais qu'importe, voilà. Ça a commencé avec YouTube en avril 2013. Et après, ça a été finalement plus suivi que le journal officiel. Et quand c'est arrivé, ils ont été approchés par Canal+ pour avoir un contrat avec eux. Je pense que finalement, ça n'a pas marché parce qu'ils
ils étaient très à cheval sur certains principes. Et Canal+, qui pourtant normalement est réputé être assez libéral sur sa ligne éditoriale, apparemment ici n'a pas été très voilà, très libéral, dans le bon sens. Alors, ils ont donc finalement continué à produire eux-mêmes et sont supportés actuellement par des ONG comme Oziwa, qui leur a acquis du matériel. Et le journal a eu tellement de succès que maintenant il y a une version en Jamaïque, une version en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres pays. Hein. Et l'idée est d'utiliser en fait juste les supports numériques comme l'Internet qui sont très utilisés par les jeunes pour donner une autre alternative de l'information. Une information voilà, sans langue de bois, exprimée très librement, très librement même, avec un brin d'humour et de musicalité bien sûr. Alors, ce qui est intéressant ici, et là ça nous retourne un peu à cette importance des auditeurs, des récepteurs, c'est qu'il y a des thèmes qui sont liés à l'actualité, mais il y a d'autres thèmes qui sont définis par les auditeurs. Comme ils ont fait un numéro, par exemple, spécial sur les handicapés et les difficultés que les handicapés enduraient dans le pays parce qu'il n'y avait pas de dispositifs adaptés pour eux. Et là, ce sont les handicapés qui ont fait le journal. Ils les ont interviewés comme si c'était un vrai reportage et les ont laissés s'exprimer en tant que tel. Quelquefois, ça peut être aussi un thème qui porte tout simplement sur un aspect parce qu'il y a eu beaucoup de retours des auditeurs qui leur disent que voilà, on souhaiterait que vous parliez de ça. Donc ça introduit en fait une autre manière, bien entendu, de faire de l'actualité, j'allais dire musicale, parce qu'il s'agit quand même de la musique hein, avec un beat et des paroles qui sont rimées et rythmées. Et je vais donner tout de suite une illustration du journal Rappé pour vous donner une idée. Il y a une partie française, toujours la première, et une partie Wolof, une langue locale en deuxième. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Le Sénégal est connu pour sa tiranga. Ces belles plages sont tièdes, mais aussi sont yamba. Don't criticize me. C'est devenu le paradis des narcotrafiquants. Il y en a autant au Mécanique qu'il y a de près au Vatican. Carrefour d'un tout nouveau, commerce triangulaire, impliquant les autorités ou même des commissaires. Sabine Keïta avait finalement raison de dire que les plus grands dealers ne sont pas en prison. S'il y a des tonnes de drogue saisies et brûlées chaque année, il y en a encore plus de sniffés, injectés ou inhalés. 4 tonnes de cannabis et 2 kilos de cocaïne. Sans parler d'amphétamine, de consommation d'héroïne. 2014 s'annonce très mauvais pour ces bandits. Il y a trop de drogue dans les immeubles construits aux Almadies. Une saisie de drogue ici, au fond qui est trop fort. C'est comme dire au pilote, bravo, on n'est pas mort. Ils ont survécu aux tempêtes et au camp des réfugiés. À la fin, à la chaleur pour accomplir leur destinée. La 15e région du Sénégal, c'est-à-dire la diaspora, vient de subir un nouveau combat. La fête, tu en dis quoi? Tout d'abord, salut aux téléspectateurs. Avant de m'exprimer sur les nouvelles de ces dernières heures, c'est pas censé aider nos expatriés à ne pas rester bloqués, emprisonnés à l'étranger. En vérité, il y a une opportunité pour l'Espagne de se débarrasser des sans-papiers sénégalais. Il faut savoir que l'Espagne est en crise, comme la Grèce ou l'Italie, le Portugal ou même Chypre. Et là-bas, il y a plus de chômage qu'en Algérie. Vérifiez ce que je dis, c'est pas moi, c'est les chiffres. On dit qu'on n'a pas toujours besoin de fric, c'est à la force de nos mains qu'on va reconstruire l'Afrique. Arrêtons de vivre en Europe, c'est pathétique. Là-bas, ils nous respectent moins que leurs animaux domestiques. C'est là au Sénégal, l'Espagne oublie le cri. Pour les milliers d'immigrants sont malheureusement les victimes. Parlons un peu de parité et pourquoi c'est important. Censé assurer l'égalité, les femmes sont sur le banc. Depuis 2010, entre hommes et femmes, c'est 50-50 à la maison comme au bureau pour ne plus faire de mécontentes. Même si notre pays est un pays laïque, à Cuba c'est une autre loi qu'on applique. Personne n'a le droit de fumer. Alors vous voyez un peu ici des thèmes qui sont abordés, qui sont assez sensibles et qui, vous pouvez l'imaginer, ne seraient pas abordés avec une telle liberté de ton par les médias officiels. Alors tous les thèmes sont sensibles ici. Le thème de l'immigration,
le thème de la parité, parce qu'il y a une loi qui a été votée, promulguée par le président de la République, mais qui n'est pas appliquée dans la circonscription administrative de Touba, qui est une ville religieuse. Alors, cette question, personne n'a osé l'affronter de fond avant eux. Parce que, bon, Touba, c'est vraiment l'expression de la puissance maraboutique au Sénégal. Même le président Macky Sall, qui voulait changer, a changé finalement lui-même d'attitude, qui voulait changer les choses. Et là, ils l'ont abordé frontalement, je vais dire, pour dire que pourquoi il y aurait une application différente de la loi dans une partie du Sénégal en tant que telle. La question que tous les Sénégalais se sont posées, mais qui n'ont pas osé peut-être présenter aussi naturellement. La question aussi de la drogue, oui, c'est très ironique, mais en réalité, c'est une critique contre la corruption d'une partie de la police sénégalaise, parce qu'un commissaire divisionnaire avait été impliqué dans un trafic. Et il y a eu quelqu'un qui a été obligé de démissionner par la suite, le commissaire Keïta, je pense, non, l'autre même. Et le commissaire qui l'avait accusé d'être impliqué dans un trafic a été lui-même limogé finalement, en tant que tel. Donc, ce sont des questions qui effectivement font l'objet d'une grande inquiétude de la part des Sénégalais, mais qui ne sont presque jamais abordées de manière ouverte. Et ce sont ces questions dont ils s'approprient pour leur donner une certaine visibilité. Alors, ce journal un journal rappé a un partenariat avec la chaîne 2STV pour paraître tous les vendredis après-midi, mais le journal est en fait beaucoup plus suivi sur Internet qu'à la télé en réalité. Moi-même, c'est sur Internet que je le suis plutôt qu'à la télé en tant que tel. Et bien sûr, c'est une autre manière, je dirais, assez particulière de faire de la musique, certes, mais aussi de construire une relation dynamique et différente avec l'audimat en tant que tel. Et pour moi, c'est un exemple qui illustre parfaitement qu'il y a une possibilité très ouverte en termes d'application des TIC, du numérique en matière musicale en tant que tel. Ce n'est qu'une illustration parmi d'autres qu'on pourrait évoquer, bien entendu. Mais je vais finir très vite parce qu'on me fait signe que le temps est très avancé, en faisant peut-être l'impasse sur Dalal Tones, dont je voulais parler. Là, c'est juste un concert hip-hop, pour donner un peu une idée de la popularité de ce genre musical, avec des milliers de personnes. Et c'est très, très, très habituel qu'on ait ce genre de choses lors des festivals, parce qu'il y a quelques grands festivals qui existent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de noter cette relation toujours assez compliquée entre l'artiste et son autonomie, mais aussi entre le choix des auditeurs, le choix de l'artiste, etc. Dans le financement, par exemple, de ces festivals, il y a un effort de faire davantage appel à des financements extérieurs qu'aux financements internes, pour garder une certaine autonomie politique. Donc, si je vous montrais une grille budgétaire, vous verriez qu'il y a plus de dotations qui viennent de l'étranger que du Sénégal en tant que tel. Et il y a même, quelque part, une volonté pour que ça soit plus ou moins ainsi. En résumé, bon, j'allais vous montrer un autre clip qui est tout à fait différent, parce que je ne veux pas donner l'impression non plus qu'il n'y a que du politique dans l'offre et la réception musicale au Sénégal. Il y a aussi des sujets qui sont beaucoup plus légers, des musiques qui sont consommées pour danser, pour s'amuser, et qui sont très populaires auprès des jeunes. Est-ce que je peux montrer un court extrait? Voilà, d'une musique qui est très américanisée, avec ce jeune dont je parlais et qui utilise beaucoup des pages Internet pour se faire connaître et avoir des retours de ses fans. Bon, c'est vraiment différent de l'autre. Ça s'appelle Pop Shit. Bon, pour gérer un peu le temps, donc vous voyez, je crois que l'image n'est pas très claire, mais on montre en vrac des jeunes qui sont dans une boîte de nuit, qui jouent au billard, voilà, qui montrent les très jolies chaussures qu'ils portent, ainsi que les habits de marque.
Et le titre en lui-même est assez évocateur parce que c'est Pop Shit. Bon, voilà, très américain, très branché. Et ce qu'il y a ici, c'est que ces jeunes-là ont développé une branche musicale qui aussi a une audience très large, qu'ils ont appelée DK South. DK comme Dakar et South pour faire référence en fait au Dirty South américain en tant que tel. Donc je voulais juste montrer que quand même il y a un visage pluriel de la production musicale et de la réception musicale, que certes la politisation de la musique est extrêmement forte, que la musicalisation du quotidien qui est également forte offre un terreau très fertile donc, à ce genre d'exposition musicale en particulier, mais qu'il fallait laisser une place à certaines nuances en tant que telles, aussi bien en termes d'incidence réelle que le numérique porterait sur le manque à gagner des musiciens, que aussi en termes de possibilités qui autrement n'auraient pas pu être accessibles, aussi bien à ceux qui font la musique qu'à ceux qui consomment la musique. Donc c'est en somme de pouvoir concevoir le paysage de la musique et du numérique comme un système où, bien entendu, les rôles ne sont pas si bien délimités, même si on les présente de manière ici organisée en forme de pôle, où l'artiste est inséré dans un grand ensemble, où le public lui-même, en fait, intervient pas seulement dans la réception, mais aussi dans sa capacité à influencer la direction artistique, à influencer les types de production, à pouvoir agir sur l'offre musicale en somme. Et de se dire que, un peu comme l'a fait, je pense, Howard Baker, que l'œuvre artistique, que ce soit de la musique, de la peinture, est une entreprise collective. Je vous remercie.